Première spécialité, chimie, chapitre 8, la synthèse d'espèces chimiques organiques. Le but de cette capsule n'est pas de paraphraser le cours, mais uniquement de vous aider à légender les montages que vous êtes censé, d'après les capacités exigibles, être capable de réaliser et de schématiser, ici. Et puis de vous commenter quelques vidéos ou animations qui viendront compléter le cours et un peu remplacer les TP. Dans la capsule précédente, on a découvert, et c'est le grand 1 du paragraphe, les 4 étapes principales d'une synthèse organique, à savoir la transformation chimique, suivie de l'isolement du produit recherché, de sa purification, et enfin, de son identification. On détaille dans les paragraphes suivants chacune de ces 4 étapes. Alors au niveau de la transformation chimique, il faut bien sûr suivre le protocole expérimental en respectant les consignes de sécurité, en choisissant les conditions de température, de pression, le solvant, le montage. Et justement, ce montage, eh bien, c'est le montage à reflux. Alors, vous devez être capable de schématiser, il faut vous entraîner sur une feuille blanche avec un crayon, une règle, éventuellement une gomme si vous vous trompez, à refaire ce montage sans vous tromper. Moi, mon but, c'est de vous donner ici les légendes. Donc, on utilisera dans l'ordre un support élévateur qui supporte un chauffe-ballon dans lequel on aura placé le ballon. Ce ballon contient le mélange réactionnel, donc les réactifs en phase liquide avec quelques petits grains de pierre ponce qui permettent d'homogénéiser l'ébullition, donc de ne pas faire de trop grosses bulles. Ensuite, adapté sur un bouchon percé, on va trouver le réfrigérant à eau, appelé aussi réfrigérant à boule. Donc ce réfrigérant, il est constitué de 2 parois qui permettent au gaz de circuler à l'intérieur ici des boules, tout en rentrant au contact de l'eau froide qui remonte pour éviter les bulles d'air. Ce réfrigérant à boule, avec la circulation d'eau à l'extérieur et la circulation des vapeurs puis des gouttelettes liquéfiées à l'intérieur, permet de réaliser un changement d'état, le passage de l'état gazeux à l'état liquide, et donc de piéger les vapeurs. Si on doit rajouter un réactif en cours de transformation, on utilisera non pas un ballon mono, mais un ballon bicol, avec une ampoule de coulée sur le deuxième col. Lorsqu'on utilise des réactifs peu volatiles, ou des transformations chimiques dans lesquelles il n'est pas nécessaire de chauffer trop fort, alors on peut remplacer ce montage assez long à mettre en œuvre par une réfrigération à air, où c'est l'air de la salle qui va refroidir les éventuelles montées de vapeur. Ce montage plus simple est vraiment à réserver au chauffage peu intense, car il est moins efficace. La vidéo qui vous permet de visualiser en temps réel, si vous ne l'avez pas fait l'année dernière, le montage à reflux est référencée ici. Je vous la montre et je vous la commente. Alors, au niveau du matériel, on va retrouver le support élévateur, ses dispositifs de sécurité, le réfrigérant parcouru par une entrée d'eau par le bas et une sortie d'eau par le haut. Ça permet d'éviter la formation de bulles. Pas de bouchon. Comme ça, s'il y a des vapeurs qui doivent sortir quand même, il n'y aura pas de surpression, pas de risque d'explosion. On met en fonctionnement le chauffe-ballon, le milieu réactionnel va avoir donc sa température augmentée. Des vapeurs se forment par ébullition, elles s'engagent dans les boules ici, et au contact de l'eau froide, elles vont subir le phénomène de liquéfaction, et des petites gouttelettes, c'est donc le reflux, retombe dans le montage. Donc on reconnaît le matériel, support élévateur, chauffe-ballon, ballon, réfrigérant à eau. Dans l'animation, on vous rappelle que l'élévateur est un dispositif de sécurité, il va permettre d'évacuer le ballon en cas de surchauffe et en cas d'urgence. L'eau circule toujours du bas vers le haut pour éviter les bulles. Il n'y a pas de bouchon. Si une surpression doit avoir lieu, elle s'évacuera par le haut sans risque d'explosion. Lorsqu'on met en fonctionnement le chauffe-ballon, le mélange de liquide, le mélange de réactif est chauffé, des vapeurs se forment. Ces vapeurs montent alors dans le réfrigérant, où elles vont subir, au contact des parois froides, un changement d'état. Des gouttelettes de liquide se forment et retombent dans le ballon. C'est le reflux.
Au bilan, le chauffage à reflux permet donc de ne pas perdre sous forme de vapeur les réactifs, pas de perte de matière. Et au niveau sécurité, il permet de ne pas émettre, attention à la faute d'orthographe, des vapeurs irritantes en fonction des réactifs utilisés, d'émissions donc de vapeurs irritantes dans l'atmosphère du laboratoire. Globalement, le montage à reflux permet d'accélérer aussi la vitesse d'une synthèse, puisque le chauffage est un facteur cinétique. Deuxième montage que vous devez savoir légender, et celui-là vous l'avez déjà révisé dans le chapitre 6, l'extraction liquide-liquide ou l'extraction par solvant. Donc dans l'ampoule à décanter, le solvant d'extraction doit permettre de dissoudre l'espèce recherchée, par exemple ici l'espèce B, et de la séparer d'une autre espèce. Donc c'est tout un jeu sur la solubilité des solutés vis-à-vis des solvants, et sur la non-miscibilité des deux solvants qui rentrent en compétition. Je vous renvoie au chapitre 6. En ce qui concerne les techniques de filtration, la filtration simple est très rapide à mettre en œuvre, mais peut prendre du temps puisque c'est la gravité qui va permettre de séparer dans l'entonnoir le filtrat, donc la phase liquide, des résidus solides, c'est-à-dire les cristaux. On préfère utiliser, lorsqu'on en a l'occasion pour gagner du temps, la filtration sur Büchner, appelée aussi filtration sous vide, dans laquelle un dispositif de circulation d'eau dans une trompe à vide va permettre de réaliser un vide partiel, c'est comme un petit aspirateur ici, et donc va permettre de faire descendre plus rapidement le filtrat à travers le papier filtre. La vidéo qui est référencée ici va vous permettre de voir en temps réel le fonctionnement de la filtration sous vide si vous ne l'avez pas réalisé l'année dernière. Alors on reconnaît ici la trompe à eau ou la trompe à vide qui va permettre d'aspirer l'air, la fiole à vide qui va recueillir le filtrat et dans lequel il y aura des pressions, donc une pression plus basse qu'à l'extérieur, un joint conique pour faire l'isolation, et l'entonnoir Büchner qui contient le papier filtre dans lequel on va introduire le mélange à séparer. Dans cet entonnoir Büchner, on va placer un petit papier filtre circulaire, on met en fonctionnement un bon débit d'eau pour créer l'aspiration, donc c'est là que la trompe à eau, grâce au passage de l'eau dans le système, permet de faire baisser la pression dans la fiole. Dans l'entonnoir Büchner, les trous sont trop gros, donc on met la petite galette, le petit papier filtre circulaire, on l'humidifie, instantanément l'eau est aspirée. Et on ajoute alors, ici c'est un mélange de cuivre avec de l'hydroxyde de cuivre, le mélange liquide-solide. Le liquide, le filtrat, est aspiré et tombe dans la fiole, tandis que le solide, donc ici l'hydroxyde de cuivre, c'est souvent le produit d'intérêt, va pouvoir être récupéré avec une spatule sur le papier filtre. Vous aurez tout loisir d'observer cette vidéo sur YouTube avec les commentaires originaux, avec le lien que je vous aurai fourni. Alors une autre technique d'isolement ou de purification que vous connaissez moins bien, c'est la distillation fractionnée. Attention, le montage semble assez proche de celui du montage à reflux. En fait, il y a de nombreuses différences et leur finalité n'est pas du tout le même. Le but de la distillation fractionnée, ça va être d'isoler tous les composants d'un mélange liquide dans l'ordre croissant de leur température d'ébullition. Donc le but lors d'une distillation fractionnée, c'est pas piéger les vapeurs, mais bien de les évacuer, les unes après les autres lorsque vous avez un mélange dans le ballon, et de les récupérer, de les isoler dans des contenants, par exemple ici une éprouvette graduée. Alors au niveau des légendes, on retrouve le support élévateur, le chauffe-ballon, le ballon, mais cette fois, ce dernier est surmonté d'une colonne de distillation, appelée aussi la colonne de Vigreux, avec des petites pointes creuses ici, au sommet de laquelle on va trouver un thermomètre, puis le réfrigérant en latéral. C'est un réfrigérant droit avec une circulation d'eau de bas en haut qui va permettre, une fois que les vapeurs du premier corps, le corps le plus volatile, qui se seront engagés dans ce réfrigérant, de les liquéfier et donc de récupérer en phase liquide un corps pur. La vidéo qui est référencée ici, vous y aurez accès, je vous la montre et je vous la commente, filme en temps réel une distillation d'un mélange d'alcanes.
Le mélange à distiller dans cette vidéo est un mélange d'éthanol de température d'ébullition 78,5 degrés Celsius et de pentane de température d'ébullition 36 degrés Celsius. Le pentane et l'éthanol sont parfaitement miscibles. On obtient donc un mélange homogène. Seule la distillation fractionnée va permettre de séparer ces deux corps purs. Alors, comment fonctionne le montage? Lors du chauffage, le mélange homogène va avoir sa température augmentée régulièrement jusqu'à atteindre un palier. Ce palier correspond à la température d'ébullition du corps le plus volatile. Ici, c'est le pentane, vers 36 degrés. Cette température va alors être constante et le pentane va passer entièrement sous forme de vapeur et va s'engager dans le réfrigérant droit où il va être liquéfié et récupéré, pur, sans trace d'éthanol. Ensuite, la température va brutalement réaugmenter jusqu'à obtenir le palier suivant qui correspond vers 78,5 degrés Celsius à la température d'ébullition du deuxième corps, donc le moins volatile ici. Et on récupère ainsi en sortie de montage le deuxième corps pur, c'est-à-dire l'éthanol. Le montage est constitué du support élévateur, du chauffe-ballon, du ballon et ici de la colonne de Vigreux avec ses pointes creuses. Cette colonne de Vigreux n'est pas un réfrigérant, elle permet en fait d'établir des états d'équilibre successifs entre la vapeur de pentane et les vapeurs d'éthanol jusqu'à avoir en tête de colonne ici le corps le plus volatile dont la température d'ébullition, donc environ 36 degrés, sera indiquée par le thermomètre. Le réfrigérant est ici, vous vérifiez bien que le robinet alimente la circulation d'eau de bas en haut. Ici vous avez la sortie d'eau jusqu'à l'évier. On remonte le support élévateur, on lance le chauffage. Là ici vous avez la sortie d'eau. Et lorsque le mélange homogène rentre en ébullition, le mélange de vapeur va monter dans la colonne et va s'enrichir de bas en haut vers le composé le plus volatile qui va se retrouver pur tout en haut en tête de colonne. À chaque pointe vous avez un étage, à chaque étage vous avez une proportion en fait du corps le plus volatile qui va augmenter. Donc il y a de plus en plus de pentane et de moins en moins d'éthanol et arrivé ici, il n'y a plus que du pentane, on est vers 36 degrés, 35 degrés Celsius. Le pentane pur sous forme vapeur s'engage alors dans le réfrigérant droit et va être récupéré, c'est un petit peu après, ici, après liquéfaction, va être récupéré, par exemple, dans une éprouvette. La température, lorsque tout le pentane aura été récupéré, va alors monter rapidement. Ce sera alors au tour de l'éthanol d'atteindre la tête de colonne et d'être récupéré à la sortie du montage, à la sortie du réfrigérant droit. Dernier paragraphe, l'identification des corps purs peut se faire par leur mesure de température de point de fusion, par leur température d'ébullition, par une chromatographie sur couche mince ou par une spectroscopie telle que la spectroscopie infrarouge. En ce qui concerne la CCM, je vous mets dans le polycopier le lien vers l'animation que nous avions étudiée en seconde. Vous faites de la CCM depuis suffisamment longtemps pour que je ne passe pas trop de temps dans cette capsule. La spectro-infrarouge, on a fait dans le chapitre juste avant. Donc il faut juste que je vous parle rapidement du fonctionnement du Bank-Hoffler. Alors pour mesurer par exemple la température de fusion d'un solide, on va utiliser un système dont la température ici sur un rail est croissante. On réalise alors le dépôt du solide sur ce rail à une température légèrement inférieure à celle théorique de son point de fusion, et on fait avancer vers la gauche, c'est-à-dire vers les zones de plus en plus chaudes, le solide, jusqu'à observer son changement d'état. Ici, regardez, c'est en train de fondre. On repère alors la limite entre la zone où le solide a fondu et la zone plus froide où il n'a pas fondu. On vient placer un curseur à la limite et lire sur les graduations du Bank-Hoffler la température de fusion.